Il a perdu 2 de ses frères dans la lutte contre le narcotrafic. Amine Kessassi, militant aujourd'hui à Marseille, militant au quotidien pour lutter contre l'omniprésence des trafiquants de drogue. C'est une tribune à la fois courageuse et qui donne une leçon à tout le monde, et à commencer à l'État, parce que voilà ce que dit Amine Kessassi. Tout d'abord, il dit que son frère est mort pour rien, parce que si c'est un crime d'intimidation, ben, il n'est pas intimidé. Il continuera à dénoncer la violence du narcotrafic. Je dirais et répéterai que mon frère Mehdi est mort pour rien. Voilà ce que dit ce jeune de 22 ans. On me parle de crime d'avertissement, mais un crime n'est jamais un avertissement. Et puis, il nous apprend dans cette tribune publiée dans Le Monde ce matin que la police lui avait conseillé de quitter Marseille. Et il avait dit non. C'était sans doute pour ne pas donner finalement le point à la mafia, qui voudrait effectivement qu'il arrête son combat. Le problème, c'est que sa famille n'était pas protégée, semble-t-il. En tout cas, ses frères. Hein. C'est une famille de 6 enfants. Une famille qui a déjà perdu 2 enfants dans cette affaire de narcotrafic. Et donc, il pointe du doigt les carences de l'État face au narcotrafic. On reviendra tout à l'heure sur les déclarations martiales des uns et des autres. Hein. Macron, le cornu, on déclare la guerre, etc. On compare avec le terrorisme. Mais bon, on voit quand même que ce jeune est au cœur du problème marseillais. Alors, est-ce qu'il faut aider Amine Kessassi? Est-ce qu'il a raison de tenir bon? 32-16 pour le dire au GG, Antoine. Bon, déjà, sur le mode d'exécution dramatique du frère d'Amine Kessassi, 2 personnes sur une moto, le passager arrière qui tire sur le frère d'Amine Kessassi qui est au volant de sa voiture, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à l'Amérique du Sud. On le disait il y a quelques temps, on parlait de mexicanisation, on parlait de cartel, et certains nous disaient vous exagérez, c'est pas la mexicanisation. Ben si, on est en plein dedans. Il y a aujourd'hui, sur le sol national français, des assassinats commandités par les cartels de la drogue à la méthode des cartels d'Amérique du Sud, avec une moto, avec un mec derrière qui tue un innocent. Deuxième chose, effectivement, le drame de notre impuissance, le drame de ne pas avoir pu protéger les proches de Amine Kessassi. Eh bien, moi, là, forcément, si on est dans une mexicanisation, je pense aux solutions trouvées en Amérique du Sud. Et je pense évidemment au Salvador, je pense aux solutions du président Bukele. Et on peut nous dire c'est comparable au terrorisme, etc. Mais tant qu'on ne fait rien, on aura des morts innocents. Et les seules solutions, ce sont les solutions exceptionnelles mises en œuvre, par exemple, au Salvador, où on met en place un plan de contrôle territorial, on rentre dans les quartiers avec la police, avec l'armée si cela était nécessaire. On a des lois d'exception pour lutter contre les cartels. Tant qu'on nous dira « oui, mais non, mais Antoine, l'état de droit, c'est trop compliqué, on ne peut pas le faire », eh ben on assistera à ça, à des morts innocents qui meurent dramatiquement. Abel, tu me disais avant qu'on démarre l'émission que tu connais Amine Kessassi, tu l'as eu au téléphone cette semaine. Amine, c'est mon frère, c'est un camarade de terrain. Je l'ai eu au téléphone vendredi, donc je ne serais pas très original en disant qu'il était dévasté. Les obsèques ont eu lieu hier, j'apporte tout mon soutien. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, le rôle d'éducateur, il a évolué. Parce que lorsque l'on intervient auprès des jeunes, on intervient auprès des jeunes qui sont potentiellement aux mains de narcotrafic. On intervient auprès de jeunes filles qui sont potentiellement aux mains de réseaux de prostitution des mineurs. Donc en réalité, on est beaucoup plus en danger aujourd'hui que ce que ce n'était d'être éducateur il y a 15 ou 20 ans. Donc c'est des réalités. Ce sont des réalités dangereuses que je connais moi-même. Je vais donner un exemple très rapidement. J'ai été appelé à l'aide par un jeune qui était dans un groupe auprès de qui j'étais intervenu, qui m'a demandé l'autorisation de donner mon numéro à une fille qui était dans un réseau de prostitution des mineurs. Trafic d'armes, trafic de drogue, la totale. Et lorsque cette fille a essayé de m'appeler, le Mac a arraché le téléphone, a commencé à l'insulter, a menacé de la tuer et m'a raccroché au nez. C'est-à-dire que pour ce Mac, donc déjà la fille est en danger parce qu'elle a appelé quelqu'un qu'elle ne devait pas, mais ce Mac a potentiellement mon numéro de téléphone. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se met en danger pour notre engagement, pour sauver la jeunesse. Mais moi, je suis sur la même position qu'Amine. On ne va pas lâcher l'affaire, on va continuer.
Et je suis aussi sur la même position quand je dis que l'État est complètement largué. Quand j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit sur BFM en plateau avec vous, je l'ai répété encore ce week-end sur BFM, quand je dis qu'on est nul dans la prévention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que je critique les acteurs de prévention, mais on attend que le jeune ait commencé son parcours de décrochage pour nous appeler. Mais c'est trop tard aujourd'hui. Travailler auprès des 16-25 ans, commencer à ce moment-là, c'est trop tard aussi. Le venin est déjà passé. Donc les politiques sont là. Et sans compter qu'on a perdu le sens de la sanction. Regardez le nombre d'influenceurs prisonniers qui font des tutos, comment fêter son anniversaire en cellule, comment cuire des poulets en cellule. Et on ne veut pas aller dans la répression avec ces gens-là. Parce que, attention, parler de l'expression, de répression, ça va peut-être nourrir l'extrême droite. Non, ces mecs, ils sont armés. Et ils n'ont pas que des Kalachnikov, des 9 mm. Vous avez certains territoires où il y a des lance-roquettes. Parce qu'aujourd'hui, commander une arme, ça n'a jamais été aussi facile. Et on est là, on attend, on en parlera tout à l'heure dans le deuxième sujet, Macron qui annonce qu'il va faire une grande réunion à l'Élysée. On n'a plus besoin de ça. On va y reparler, mais quand même, est-ce qu'il t'a confirmé que finalement, la police, la seule solution qu'elle avait, c'était de le faire quitter Marseille, en fait? Alors, on n'a pas parlé de ça. Je vais être très délicat parce que je suis au courant de certaines choses et je ne peux pas tout dire. Je préfère le laisser parler très honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a des failles. En tout cas, dans tout ce qui a été proposé, je peux juste dire qu'il y a des failles et que de toute façon, même les policiers, ils font ce qu'ils peuvent, mais eux-mêmes sont dépassés. Et ce qui se passe sur Marseille, c'est en train de se diffuser dans tous les territoires, même dans certains petits villages. Protection policière, effectivement, c'est ce qu'il a dit. On m'a lui, protégé moi, mais on pas n'a sa famille. protégé ma famille. Oui, qui était finalement aussi une cible. Alors que c'est ce qu'a toujours fait la mafia, c'est-à-dire pour mettre la pression sur toi, on tue un de tes proches, on tue un autre membre de ta famille. Pour finir, comme tu l'as très bien dit, de toute façon, leur modèle, c'est quoi? Ce sont les mafias italiennes, les mafias sud-américaines, les familles new-yorkaises. Pourquoi? Vous avez des tutos sur Internet. Ces mafias filment leurs exécutions. Il y a des forums de radicalisation. Il y a des cellules de recrutement. Aujourd'hui, on parle de Telegram comme étant le summum de la messagerie cryptée. Il y a des jeunes qui passent par des plateformes chinoises comme Yubo. Vous avez Delta Chat qui est encore mieux crypté que Telegram. Et les jeunes, souvent, quand ils y vont, pourquoi? C'est de la curiosité malsaine, parce que la nature a horreur du vide, puisque l'État n'est pas là. Eh bien, le jeune y va dessus et vous avez de la radicalisation dans la violence et le narcotrafic tous les jours, malheureusement. Laura? Moi, je trouve qu'on a encore un constat de plus à quel point notre pays est malade. Moi, plus les journées avancent, plus les semaines passent, et plus j'ai peur. Plus j'ai peur de ce que devient mon pays. Et quand on voit la réponse que fait l'État à ça, on a un maire qui veut augmenter les salles de shoot. On dit à un jeune qui est en danger, part de Marseille. Un gamin qui se fait harceler, c'est le gamin qui doit partir de l'école. Jusqu'où on va aller, en fait. Là où je rejoins Abel, c'est on doit réinculquer à nos enfants de bonnes valeurs. Et ça passe, et je le dis à chaque fois, par l'école et par les parents. Et tant qu'on ne donnera pas des pouvoirs et qu'on ne donnera pas les moyens suffisants à nos écoles, à nos policiers, et qu'on n'ira pas jusqu'à responsabiliser, soit pénalement, soit de manière pécuniaire, les parents, on n'y arrivera pas. Moi, j'estime que l'éducation d'un enfant à 16 ans, c'est trop tard. À 16 ans, c'est trop tard. Ça commence... je vais vous dire, moi, ma fille, on lui apprend ce que c'est l'empathie. On apprend à ma petite fille ce que c'est l'empathie. On lui apprend des règles, on lui apprend plein de choses. C'est à là que ça commence. Je vais vous dire un truc, mon mari, hier, à table, a sorti un truc anodin, je ne dirais pas de qui il parlait, mais il dit « Ouais, non, en plus, elle est moche. » Ma fille s'est énervée contre son père en lui disant « Mais papa, tu n'as pas le droit de dire ça de quelqu'un. C'est pas gentil, t'imagines, toi, si on disait ça de toi. » C'est par là que ça commence. Et le trio, c'est la sécurité, donc nos forces de l'ordre, l'instruction par nos professeurs et l'éducation par les parents. Oui, mais les parents sont défaillants. En fait, oui, mais regarde le petit jeune qui est mort à 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait à 3 h du mat? Mineur isolé en même temps. Ouais. Là, du coup, il n'y a pas de parents. Il est dans un foyer et on sait comment ça se passe dans les foyers. T'en as combien des gamins qui sont dehors à 2 h du matin avec les parents qui sont tranquilles devant la télé? Oui, mais en fait, tu peux pas avoir une réponse uniquement prévention, éducation, les parents. Non, il faut la sanction et la répression. Faut admettre, y compris sur un enfant de 12 ans, qu'on aille sur de la répression et il est retiré à ses parents, il est mis
dans une espèce de maison de correction où vraiment on le remet dans le droit chemin de manière violente. Et en fait, les Français, dans leur immense majorité, vont nous répondre « Bah non, à 12 ans, on n'est encore qu'un enfant, etc. » C'est plus des enfants. Maintenant, c'est les enfants. actes qu'il faut juger. Voilà. On a Jérôme CRS qui veut intervenir dans la discussion. Il nous appelle de Paris. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va Jérôme. Qu'est-ce que vous en dites quand Amine Kessassi dit « Mon frère est mort pour rien, je ne me tairai pas, je continuerai de me battre au quotidien contre le trafic de drogue ». Il y a une faille de l'État, c'est ce qu'il dit aussi. Hein. Ouais. Ah bah il a complètement raison. De toute façon, le problème c'est que il va se battre bien seul, tout simplement parce que... Mais il se bat avec vous? Vous, le CRS? Avec nous, oui, mais bon, le problème c'est que moi, ça fait des années que je fais des opérations XXL et autres, et en fait, il n'y a aucune volonté politique, parce qu'on sait très bien qu'on aille à Marseille, qu'on aille à Mulhouse, Strasbourg, Nîmes, je fais toute la France. On sait où se trouvent les points de deal. On sait que les nourrices sont planquées dans le bâtiment où les mecs se réfugient dès qu'on arrive à faire une opération. Le problème, c'est qu'on n'a jamais l'ordre avec le procureur de la République à nos PJ, venir, on ouvre tous les appartements. Et là, on va trouver... Ça ne se fait jamais. Ça pourrait se faire. Pourquoi ça ne se fait jamais? Pourquoi? Tout simplement parce que moi, ça fait des années que je travaille là-dedans, et on sait très bien que si on démantèle complètement le trafic de stupéfiants en France, les quartiers sensibles, on ne les tiendra plus. Donc il y a une espèce d'acceptation raisonnable de ce qui se passe parce que c'est la paix sociale en fait. Tout à fait, on est là pour faire tomber des têtes mais pas tout. Parce que par exemple, il y a une proposition qui tourne, c'est-à-dire que quand il y a une famille de dealers avérés, on les sort du logement social. Ça, c'est jamais vraiment appliqué alors que ça devrait être du bon sens. Bien sûr que non. Après, j'entends les mineurs isolés. Moi, je suis en repos. Il y a quelques semaines, je suis dans le sud de la France, pas à Marseille, mais bon, malheureusement, il n'y a pas qu'à Marseille où il y a des problèmes. Hein. Nîmes, Avignon, Carpentras, Orange. Exactement. Les choufs, on en fait mais tous les jours. Les choufs, c'est des gamins, maintenant, ils ont compris, c'est que des mineurs isolés. Ah oui. Donc, on a des gamins de 12, 13, 14 ans qui font les choufs. On les ramène même plus parce que les OPJ ne veulent même plus les prendre. Parce que tant qu'on les ramène, qu'on fasse la procédure, qu'un éducateur vient le chercher, des fois, il se passe des heures. Il va au foyer, 1 heure après, il n'est plus au foyer. Exactement. Donc, le problème, c'est malheureusement, on perd notre temps. Parce que, du coup, tant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose, donc on les ramène même plus. Eux, ils sont là, je vais vous dire un exemple. Le dernier chouf que j'ai fait, c'est un jeune de 15 ans. Donc, il gagne 100 € par jour. Ils dorment à 3 dans une chambre d'hôtel, donc ils donnent 20 € au narcotrafic pour louer la location de l'hôtel. Ils sont nourris 1 repas par jour, ils travaillent en 12 heures, 7 jours sur 7. C'est l'esclavage moderne. C'est désolé. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est donc on le sait, et on l'espère. Et qui sont ces jeunes de 15 ans? Sont des jeunes des quartiers? Non, c'est des mineurs isolés, là. Mineurs isolés. Ils arrivent du Maghreb pour l'essentiel. Mineurs isolés qui viennent de l'étranger, mais qui sont dans les quartiers, qui sont connus. Qui sont connus, ils sont connus, oui. Moi, le dernier que j'ai fait, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'il est en France, il a déjà 10 affaires au casier judiciaire. On est sûr qu'ils sont tous mineurs? Le problème, ceux que j'ai vus, le dernier, oui, parce qu'il fait très jeune. Certains, le problème, c'est qu'il faut faire ça s'appelle un contrôle. Il faut aller soit faire des radios, mais maintenant ça se fait plus parce que ça coûte trop cher niveau osseux. Parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité. Enfin, en tout cas, non, ils n'ont rien. Donc, moi, des fois, on tombe sur des gamins qui ont 3, 4 identités différentes. Avec un pays de comme le gamin à Grenoble à 12 ans, il y avait plusieurs identités. Tout à fait. Ils sont pourtant en contact avec leur famille. Et après aussi, vous avez des jeunes Français. Bien sûr, parce que quand nous on voit leur téléphone, ils appellent bien leurs parents, mais bien sûr. Donc ils ne sont pas vraiment isolés. C'est-à-dire qu'ils sont isolés, c'est un terme. Les parents les ont envoyés en France et ils vivent de l'arsen. Généralement, les parents sont même payés pour envoyer le. Il y a ce cas de figure, mais il y a aussi des jeunes Français. Pourquoi c'est intéressant pour le trafiquant d'avoir un mineur? Parce que quand il se fait arrêter aussi, il ressort tout de suite. Oui. Déjà, ils sont plus influençables. On leur fait miroiter qu'ils vont gagner la belle vie. On leur montre un peu les influenceurs, les influenceuses sur les réseaux sociaux. Et au niveau de la justice, on sait qu'il y a du laxisme. Tous les policiers se plaignent. On arrête 15 fois, 20 fois la même personne et tout. Il se passe rien du tout. Comme dit Abel, nous, le soir, mais c'est récurrent qu'on tombe sur des gamins de 13, 14, 15 ans en semaine à 1h, 2h du matin.
Et parce qu'il y a maintenant, il y a des points de deal, c'est du 24-24, hein, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, il y a un discours politique qui se veut très ferme. On parle de guerre, on compare avec le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Et puis la réalité, c'est en fait une espèce d'impuissance que vous décrivez là. Vous avez au téléphone il y a quelques mois là pour l'histoire des opérations XXL avec Darmanin. Oui. Et je vous avais dit que moi à ce moment-là, j'étais sur Marseille, que les trafiquants étaient venus nous voir, mais en nous disant, de toute façon, on sait que vous êtes là pour 3 semaines, nous on va partir en Thaïlande en vacances. Exactement, oui. Je me souviens, entendu, c'est vrai, mais ça s'est appliqué, Oui. En fait, ce que je vous dis là, malheureusement, avec l'ancienne... Mais je vais partir en retraite dans 10 ans, dans 15 ans, mais le problème, ça sera toujours le même. Mais Jérôme, plus Macron va à Marseille, plus la situation se détériore. Moi, si j'étais Marseillais, j'irais au président, ne venez pas. Jérôme, je vous remercie de votre témoignage, je vous remercie d'avoir été avec nous.